Bonjour tout le monde. Je suis avec Suzanne Bourgoin. Suzanne Bourgoin qui est une professeure de primaire en première année à l'école du Rosaire, qui enseigne donc à des élèves de 7 ans. Suzanne est une passionnée de l'enseignement. Suzanne, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment ça, tu t'es dirigée vers l'enseignement? Qu'est-ce qui t'allumait à enseigner à des enfants aussi jeunes? J'aimerais ça que tu me racontes. Tu as commencé tes études en enseignement, quand même à 40 ans. Donc, c'était un retour aux études. C'était quoi cet appel-là à 40 ans de te diriger vers les enfants? Tu étais déjà avec les enfants, mais... J'étais éducatrice en garderie. Je travaillais en garderie pendant plusieurs années. Puis, je faisais mon bac à temps partiel parce que j'étais maman monoparentale. Puis, à un moment donné, je suis déménagée à Sherbrooke. J'ai eu ma deuxième fille. Puis, j'ai ouvert ma garderie ici. Alors, j'ai continué en éducation, en petite enfance, mais j'ai arrêté l'université parce qu'on ne pouvait pas faire le bac à temps partiel ici à Sherbrooke. Ouais. Puis quand ma fille était assez grande, à l'âge de 40 ans, moi, je suis retournée sur les bancs d'école avec des jeunes filles de 19 ans. J'ai refait un bac au complet. Ça demande du courage, hein? L'organisation. La persévérance, oui. Oui. Puis donc c'est ça, qu'est-ce qui te passionnait dans l'enseignement? Je trouve, j'ai toujours été attirée par ce qui se passait dans le cerveau d'un enfant. Je trouve ça passionnant. Puis chez les petits, de voir quand ils apprennent, quand ils comprennent quelque chose, l'étincelle qu'ils ont dans les yeux, je trouve ça vraiment magnifique. Puis en première année, on le voit très facilement parce que là, c'est la base de tout. Ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire. Puis c'est magnifique de voir un enfant qui arrive avec presque pas de savoir, puis en très peu de temps, qu'il soit capable d'apprendre à écrire et à lire, faire les mathématiques. Puis tu as aussi une autre passion, quelque chose qui suscite beaucoup ton intérêt, c'est le monde, le yoga, la méditation et tout ça. Ça a commencé par les arts martiaux, je crois. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans les arts martiaux quand tu as commencé? C'était quoi, en fait, l'art martial? Ben, j'ai rencontré un maître de karaté que je trouvais intéressant, puis j'ai commencé à faire du karaté avec lui. C'était pas quelque chose... le karaté, ça m'attirait parce que je trouvais ça me mettait en forme. Par contre, c'est pas une discipline qui m'attirait tant que ça, mais lui enseignait aussi le tai chi. Puis, j'ai changé, je suis allée plus vers le tai chi et là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'amenait un calme intérieur, qui m'amenait vraiment... parce que le tai chi, c'est une méditation en mouvement. Oui, dynamique. Puis, Puis par le fait même, on allait voir un maître qui nous enseignait la méditation zen. Alors, j'étudiais aussi la méditation en même temps. Alors ça m'amenait beaucoup de bien-être. OK. Puis, j'ai étudié le tai chi pendant plusieurs années. Puis après, je suis déménagée à Sherbrooke. Puis là, j'ai perdu mon maître de tai chi. Puis j'ai pas trouvé personne qui pouvait répondre aux besoins que je cherchais dans la personne qui pouvait m'enseigner le tai chi. Puis finalement, j'ai arrêté. J'en ai fait par moi-même un petit peu. Puis finalement, j'ai découvert le yoga. Okay. Et là, ça a été vraiment une révélation. Le coup de foudre, le yoga. Puis je suis un petit peu intense. Alors, autant que je faisais du tai chi, j'ai embarqué dans le yoga tête première. Puis j'ai suivi une formation de professeur de yoga, mais j'ai aussi suivi une formation de professeur de yoga pour enfants à New York. Et là, on enseignait la pleine conscience, la méditation pleine conscience. Et ça me parlait beaucoup d'enseigner la pleine conscience aux enfants. Mais justement, c'est quoi ça a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'as dit, OK, là, ça fait un certain nombre d'années que j'ai une pratique, puis tout ça, puis là, j'ai le souhait de l'enseigner aux enfants. Est-ce que ça a été dès le début? Parce que je pense que ça fait une vingtaine d'années que tu enseignes. Est-ce que ça a été dès le début que tu t'es dit, tu commences à enseigner, tu avais cette pratique-là avec toi, puis que tu as voulu passer ça aux enfants, ou ça a pris
un certain temps, puis si ça a pris un certain temps, ça a été quoi là, qui a fait le point de bascule, qui a fait en sorte que tu dit, ah oui, tu sais, vraiment, là, je sens que c'est le temps pour moi de passer ça, je sens dans mon cœur que c'est quelque chose que je souhaite partager. Ça a été le déclencheur a été mon voyage à New York, là, la formation de pleine conscience que j'ai pris là-bas. Parce qu'avant, à un moment donné, entre Saint-Jean et Sherbrooke, il y a eu un moment où je pratiquais plus, là. Okay. J'ai comme délaissé, puis suite à cette formation-là, quand je suis revenue, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas ne pas enseigner ça aux enfants. Mm-hmm. Puis au début, ça a été petit à petit parce qu'on est en enseignement, puis c'est dans les savoirs, puis c'est le savoir-faire. On travaille pas trop le savoir-être. Puis alors au début, je me souviens, j'enseignais un petit peu, puis je fermais ma porte parce que j'avais peur j'avais peur d'être jugée aussi. Ils me disaient, mon Dieu, elle perd son temps, elle fait méditer les enfants ou elle fait du yoga et tout ça. Parce que tu étais la seule professeure à ton école qui instaurait ça. Oui. Donc, tu avais des craintes, là. Ben oui, parce que c'était de l'inconnu aussi pour certaines personnes. Puis, puis graduellement, mais j'ai ouvert ma porte. Puis ça s'est installé à un moment donné une fois par jour, 2 fois par jour. Maintenant, on en fait 3 fois par jour. À chaque fois qu'on entre dans la classe, ben, les enfants vont s'installer sur le tapis, puis ils commencent leur méditation. Et quand tu parles 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, ça ressemble à quoi une journée typique? Tu sais, une journée typique de... Les enfants rentrent dans ta classe, bon, il est 8h30. Comment ça fonctionne? Comment t'instaures ça? Ben, les enfants arrivent le matin. C'est certain qu'on ne fait pas de méditation le matin, là. Ils font leurs tâches. On a de l'enseignement jusqu'à la récréation de 10 heures. Les enfants vont à la récré. C'est surtout après la récré, quand ils reviennent. Là, ils s'installent sur leur tapis. Puis là, on peut pratiquer la méditation. C'est certain qu'au début, c'est tout petit. Là. Le temps est très court. Commence quelques par 2-3 minutes. Je les guide. Puis, c'est ça, 2-3 minutes, 4-5 minutes. Puis à un moment donné, on augmente. Après la récréation... Tu dirais qu'au début de l'année, c'est 2-3 minutes, puis à la fin de l'année, ils sont rendus à 5-6 minutes. Ah oui, puis ils peuvent même aller jusqu'à 7, 8, 9 minutes, là. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Mm-hmm. Puis après la récréation, ben, on a encore une période d'enseignement. Ensuite, c'est le dîner vers 11h30. Quand ils reviennent du dîner, ils refont une méditation. Après ça, on a une autre période d'enseignement, une récré à 2h. Quand ils reviennent, une autre méditation. C'est très peu, c'est quand même, disons, 5 à 6 minutes chaque fois. Disons que ça fait une quinzaine de minutes par jour environ. Ouais. Mais ce que je gagne... Oui. Qu'est-ce que tu gagnes, justement? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est quoi tes observations quand la routine est établie puis que tu fais 3 petites méditations de 5-6 minutes ou même de 2-3 minutes, tu dois peut-être déjà voir les résultats. Je sais pas, tu me diras. Est-ce qu'il y a déjà des résultats avec un 2-3 minutes 3 fois par jour avec tes élèves? Comment ça... Qu'est-ce qu'on observe, là? Ben, au début, les enfants trouvent ça difficile parce que s'asseoir, c'est tout travailler les muscles aussi du dos. Hein, on est habitué. On est lâché avec les jeux vidéo des fois. Oui, c'est ça. Puis on travaille la posture, rouler les épaules, rentrer les ischions dans le tapis, placer les mains, puis à un moment donné, ben, tu places ton regard, tu fermes tes yeux, puis là, puis ça prend quand même un certain moment. Tu en fais de la méditation, j'imagine que ça prend, avant d'arriver à avoir un certain calme mental, ça prend quand même un certain temps. Alors, les premières minutes, ils vont se placer, puis ils ferment leurs yeux, puis là, on sent qu'il y a un calme qui s'installe graduellement, mais c'est quand ils ont atteint à peu près 5 minutes, là, on le sent dans la salle. Je peux fermer mes yeux et je sais que mes enfants sont vraiment relax, là. Puis après, souvent, je vais sonner un petit gong et là, je leur dis tranquillement, je prends une inspiration, j'ouvre les yeux et souvent, ils restent les yeux fermés puis ils restent en méditation. Même quand je dis quand tu es prêt, tu ouvres tes yeux puis il y en a qui restent encore pendant longtemps, là. Puis qu'est-ce qu'on observe? Bon, tu observes qu'il y a un calme qui s'installe pendant la méditation à proprement parler, mais sur le reste de la journée, sur les tâches qu'ils vont effectuer, sur les apprentissages qu'ils font, qu'est-ce que tu observes là-dedans? Bien, j'observe que quand ils sont plus excités, c'est normal, c'est des enfants, des moments où on est plus
en action, mais quand je vais avoir leur attention, j'ai juste à mettre ma main sur mon cœur puis un sur mon ventre. OK, je prends une respiration et regarde-moi, j'ai besoin de te parler, là. J'ai besoin de vous parler. Alors, j'inspire, puis tout de suite, ils s'installent. Puis j'ai leur attention immédiatement. Ça prend vraiment très peu de temps. Donc, leur niveau d'attention augmente. Augmente. OK. Aussi, j'ai remarqué qu'ils peuvent rester plus longtemps concentrés aussi OK. à une tâche. Parce que le climat est plus calme, le climat est plus propice aux apprentissages. C'est certain que, surtout les enfants qui sont facilement... qui ont un déficit de l'attention, ou on essaie de... TDAH. C'est ça, on les étiquette, là. Hein? Ouais. C'est facile, là. Ouais. Mais les enfants, c'est ça. Il y a une mouche qui vole dans la classe, mais tout de suite, ils vont la voir. Et puis, alors, ils sont plus... Je trouve qu'ils sont plus facilement capables de se concentrer et de rester longtemps sur une tâche. Puis au niveau de la relation à l'autre, de la relation avec les autres amis de la classe, est-ce qu'il y a quelque chose qui est palpable à ce niveau-là aussi? C'est certain qu'on fait des conseils de coopération, on apprend à se parler gentiment aussi dans le respect et tout ça. Mais je sens que quand un enfant... aussi, il y a des apprentissages qui se fait au niveau du savoir-être, là. Si je fais de la méditation, si j'essaie d'avoir un calme intérieur, c'est pas juste sur le tapis, sur la cour aussi. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui te dérange puis que tu es fâché après quelqu'un, qu'est-ce que tu peux faire avant d'aller lui parler? Est-ce que tu peux te calmer? Mais ça, j'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui étaient capables de se retirer, de se mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur, puis de prendre des respirations, puis de se calmer, même en pleurant, là. Que ça, ils sont capables de faire, là. Donc, ils sont capables de gérer les émotions, puis ensuite d'aller régler le problème, d'aller communiquer avec les c'est un apprentissage de toute une vie, hein? Oui, oui. Hein? Même adulte, on a bien de la misère à faire ça en tant qu'adulte. Écoute, c'est quelque chose il est toujours en progression. Hein, oui. Ouais. Puis un peu plus tôt, tu disais, bon, il y a des enfants, TDAH, bon, il y en a de plus en plus. Hein? Les enfants à besoins particuliers, bon, pour ne nommer que TDAH, il y en a, on les nommera pas toutes parce que c'est le livre, il est rempli, le DSM 5, 6 maintenant, en tout cas, il est rempli de diagnostics, là. Puis les enfants en ont de plus en plus. Est-ce que c'est plus difficile pour ces enfants-là d'instaurer cette routine-là? Parce qu'on parle tu disais méditation, vers la fin de l'année, on peut dire que c'est 3 fois par jour la méditation, 5-6 minutes, mais est-ce qu'il y a aussi des formes de méditation plus ludiques ou plus dynamiques? Parce que, bon, la pleine conscience, c'est de porter attention à chaque chose qu'on fait à chaque instant. Donc, est-ce que c'est pas forcément la méditation conventionnelle de s'asseoir par terre et tout ça? Est-ce que justement, tu as des outils pour ces enfants-là, pour qui peut-être ça serait plus difficile, des méditations plus dynamiques ou plus ludiques que tu utilises avec ces enfants-là, ou ces enfants-là sont carrément très bien capables de suivre le reste du groupe, puis... de faire les méditations assis. Là, tu sais. Moi, je pense que tout le monde est capable de faire une méditation assise. Oui, je suis convaincue parce qu'au début de l'année... Même un enfant TDAH avec hyperactivité. Regarde-moi. T'en as déjà eu? Avec hyperactivité? Oui, c'est certain. Oui, mais les enfants, on va les voir sur le tapis. Ouais. Ils sont là, tranquillement. Puis là, à un moment donné, moi, je passe en arrière, je leur flatte le dos, puis je fais comme si tu avais un fil au-dessus de la tête. Puis à un moment donné, ça se place tout seul. Il faut aussi que l'enfant ait confiance pour fermer ses yeux, hein, parce qu'au début, ils ont tous... Je dis, tu peux garder tes yeux ouverts, regarde vers le bas, mais à un moment donné, je leur demande, ferme tes yeux, c'est plus facile. Puis là, à un moment donné, ils vont fermer leurs yeux, puis tu vois que on le sent dans la classe quand tout le monde est capable de le faire. Puis moi, ceux qui ont plus de difficultés, je les place en avant de moi. Puis là, je les regarde, puis je leur dis, respire, calme-toi, puis je les place. Des fois, juste les toucher, déposer les épaules. Puis après, là, quelques semaines, là, ils sont tous capables de le faire. J'ai pas eu un seul enfant qui n'a pas été capable de faire une méditation. Même les enfants à besoins particuliers. Surtout.
OK. Surtout. J'ai un élève l'année passée que ma directrice avait beaucoup de difficultés avec lui. Il courait partout, incapable de se poser, là. Il courait. Elle me disait, je t'envoie un beau petit cas. Ouais. Ça a été merveilleux, là, ce qui a accompli cet enfant-là. Et ça prend combien de temps avant de rentrer cette routine-là dans la vie des enfants? Tu dirais le premier mois, 2 mois, à rentrer là, graduellement la méditation, puis que tous les enfants soient confortables. Confortables, c'est une façon de dire les choses, là, mais soient habitués, puis que, OK... C'est 1 mois, à peu près. 1 mois? 1 mois. Comme là, on est rendu en novembre, puis on a des belles méditations, puis je travaille juste 3 jours semaine. OK. Je le fais juste 3 jours. Ils font 3 jours semaine au lieu de 5 avant, là. Alors, OK. 1 mois, même plus rapide. Ça peut être plus rapide que ça. Ça dépend des groupes. Ça dépend. Oui, ça dépend des groupes. Ça dépend aussi de comment toi, tu te sens comme personne. Oui. Parce que toi aussi, il faut que tu le fasses devant eux. Oui. Parce que si tu ne fais pas la méditation, tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Que quand ils voient que toi, tu es détendu, que tu respires, tu les guides un petit peu, le calme arrive assez rapidement, là. Puis même, à un moment donné, au début, je ferme la porte pour pas qu'ils soient trop dérangés par les bruits. Puis à un moment donné, la porte est ouverte. Puis il y a des bruits extérieurs. Puis à un moment donné, il y a une classe même qui était entrée pendant que nous, on méditait, parce que je leur dis aux enseignantes, si vous voulez venir voir, entrez, là, prenez pas rendez-vous, venez voir comment ça se passe. Puis à un moment donné, on a ouvert nos yeux, puis on avait une classe en arrière. Ah ouais, les enfants, on a tous... Oh, wow! On a des spectateurs. Personne n'avait rien vu, là. On était vraiment tout en méditation, puis ils avaient été très discrets, là, mais... ouais. Puis, est-ce que tu as des commentaires des parents? Parce que j'imagine, si tu vois, toi, des observations dans la classe, dont une plus grande attention aussi, une plus grande longévité dans la tâche, là, les élèves qui sont là, puis qui sont capables de faire un travail plus longtemps, plus de respect aussi, plus de gestion des émotions. J'imagine que les parents doivent observer des choses. Est-ce que tu as écho de parents qui observent des choses à la maison? À la rencontre de parents, justement, Oui. on a parlé, les parents, l'enfant fait pratiquer le parent à la maison. Ah ouais! L'enfant apprend la méditation aux Oui, parents? oui. Okay. Il explique aux parents comment se placer, puis il guide un petit peu, puis là, ils font la méditation avant le coucher, ou bien quand ils se sentent un petit peu nerveux, ils disent je vais aller méditer. Puis l'enfant va faire sa méditation, puis avise le parent, j'ai besoin d'aller méditer, puis il va méditer. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment merveilleux. T'enseignes la méditation pleine conscience aux enfants, mais t'enseignes aussi des postures de yoga aux enfants. Mais ça, est-ce que tu réussis à inclure ça dans ta journée typique du lundi au vendredi où il te manque de temps? Ou avec déjà que tu mets des méditations 3 fois par jour, est-ce que tu réussis à... Ce que je fais, là, disons, dans mon horaire, j'ai une journée par 2 semaines où mes enfants n'ont pas de spécialistes. Ça veut dire qu'ils sont avec moi toute la journée. Alors, je prends une plage horaire où j'enseigne le yoga pendant 1 heure à mes élèves dans la grande salle. Les postures qu'on parle. Oui, posture, le yoga, là. On fait salutation au soleil, posture, ouais. On fait ça, on descend à la grande salle, ils prennent leur tapis, déroulent leur tapis, s'installent, ils ont leur place, après ils roulent leur tapis, puis... Est-ce que tu collabores avec le professeur en éducation physique, par exemple, pour faire ça? Ou... Non, mais il est très heureux là, j'enseigne le yoga et surtout la méditation, parce que lui, il aimerait faire ça, mais dans un gymnase à 40, c'est un petit peu difficile. J'aimerais que tu me racontes une petite anecdote qui se passe dans ta classe avec le fait que tu aies instauré ça, la pleine conscience, puis les petites méditations 3 fois par jour avec les enfants. Y a-tu des faits cocasses des fois qui peuvent arriver? Bien, l'an passé, j'étais en formation dans l'école, puis il y avait un suppléant qui venait dans ma classe. Alors, j'ai avisé le suppléant, si jamais tu as besoin de quelque chose, sache que je suis à côté. Tu peux venir
me voir ou envoyer un enfant. Puis à un moment donné, pendant la journée, il vient me voir et me dit « Les enfants veulent méditer. » Je dis « OK, j'arrive. » Là, j'ai laissé ma formation. Je dis « Je reviens. » Je suis allée les installer. Puis après ça, Donc, les enfants en redemandent. Ben, ça fait partie de leur routine, puis ils sont bien là-dedans. Oui, ils en demandent. Ouais. Mais là, la retraite arrive. Tu es maintenant à 3 jours semaine, donc tu es déjà en pré-retraite, puis ça arrive bientôt, du moins. Qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs professeurs de primaire, un futur professeur de primaire qui souhaite instaurer la pleine conscience et le yoga dans sa classe? Ce serait quoi tes conseils? Ben mon souhait, ce serait que la méditation pleine conscience et le yoga soient enseignés aux futurs enseignants dans un premier temps. À la faculté déjà d'éducation. Ben oui, à la faculté d'éducation. Ça fait partie de savoir-être, là. Puis c'est certain que avoir ces moments-là privilégiés avec les enfants, c'est certain que ça leur fait un grand bien. Puis c'est certain que si tu peux pas enseigner la méditation, si toi, tu sais pas comment faire, alors le souhait, ça serait que tout le monde en fasse la méditation. Il y a plus de paix aussi sur la terre. Là. Ben oui, c'est ça. Mais c'est au ministre de l'Éducation d'installer ça dans son curriculum. Là. Parle-moi de ta formation que tu as faite à New York. C'est une formation pour enfants. Tu l'as fait à New York. Pourquoi à New York? Parce qu'ici, il n'y en avait pas au Québec de formation de pleine conscience pour enfants, c'est ça? Ben, il y en avait pas à ce moment-là. J'en connaissais. Le seul endroit que je connaissais, c'était à New York. Ils enseignaient le yoga pour enfants à la pleine conscience. Puis, ce qui était chouette, c'est qu'on était vraiment là, c'était l'immersion. On était une semaine. On dormait là, on en parlait du matin au soir, que c'était vraiment, vraiment enrichissant. Puis il y avait tout un programme, comment enseigner la méditation aux enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, adolescents et tout, là, yoga sur chaise, toutes sortes de yoga. Puis, suite à cette formation-là, les gens qui sortaient comme moi, mais ils étaient engagés à New York, là. J'ai même reçu à un moment donné, on engage à New York des profs dans les écoles. Des professeurs de yoga, carrément. Les professeurs de yoga vont dans les écoles et ils vont enseigner 1 heure de yoga à chaque jour dans les écoles. Donc, c'est pas le professeur de primaire qui s'occupe du volet yoga et pleine conscience. C'est quelqu'un de l'extérieur qui vient à New York. Oui. C'est dans leur système scolaire. Là, ils décident d'engager, de favoriser l'enseignement du yoga et de la méditation chez les petits. Puis dans le Bronx, c'est comme ça. Puis dans les quartiers très difficiles, puis ils disent que ça aide vraiment beaucoup les enfants. Que si on pouvait installer ça ici au Québec, ça serait vraiment chouette. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que toi, t'as eu ce souhait-là d'instaurer la pleine conscience puis le yoga, mais que ce soit une autre personne, si c'était une autre personne qui venait dans ta classe puis enseigner le yoga, est-ce que pour toi, ça serait quelque chose de bien? Ça serait quelque chose de... Pour moi, non, parce que je l'enseigne. Ouais. Mais tu sais, une autre enseignante, c'est certain que ça serait chouette parce que elle est formée pour ça. C'est ça. Donc, s'il y avait des enseignants formés, enseignants de yoga qui circulent dans les écoles de la commission scolaire pour enseigner la pleine conscience et le yoga, ça ne peut pas nuire. Là. Ah ben non. Ça peut juste être bénéfique pour leur santé physique, mentale, globale. Suzanne, la retraite arrive bientôt. Comme je le mentionnais tantôt, est-ce que tu as l'intention de continuer à propager cette connaissance-là du yoga puis de la méditation que tu as aux enfants ou peut-être à d'autres personnes ou dans les écoles? Comment tu vois ça? Ben, déjà, j'enseigne dans une école le soir aux élèves de maternelle et leurs parents, école parents-enfants. Ah oui? J'enseigne, oui. Puis, c'est certain que je vais enseigner le yoga. Là. Je ne sais pas encore de quelle façon. Oui, j'aimerais beaucoup enseigner aux enfants, aux adultes aussi, là. Mais je sais qu'il y a des programmes aussi. Dans le fond, il y a des budgets pour ça dans les commissions scolaires. Fait que moi, je peux aussi me déplacer dans les écoles pour enseigner le yoga aux enfants, c'est certain. J'aimerais ça beaucoup.
Bien, merci beaucoup, Suzanne, pour cette entrevue-là. Puis, je te souhaite une bonne continuation avec tes élèves de première année, puis éventuellement une belle retraite, une retraite où tu pourras, encore partager cette passion que tu as pour l'enseignement du yoga puis de la pleine conscience. Merci, Geneviève.